j'ai dit bonjour à certaines personnes, mais pas à toutes. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Agnès Philippe, conseillère pédagogique départementale, non pas au niveau du rectorat, parce que le rectorat est au-dessus de la direction académique. C'est pas grave, c'est pour ça que je rajuste. C'est nécessaire et je vous expliquerai pourquoi en cours de mon propos. Donc à la direction académique de Lille, le rectorat étant la structure au-dessus. Donc je vais vous présenter mon... Alors non, avant de présenter mon propos, j'avais un hommage appuyé à faire à Vincent D'Amato. Et je lui demanderai en coulisses le nom de la styliste de la petite robe rouge pour laquelle il m'a revêtue sur sa présentation. Parce que je la trouve extraordinaire. Et les accessoires aussi. Je n'ai pas mis les empalettes, parce que c'est un petit peu tôt. Mais merci Vincent. D'abord l'affiche est extraordinaire et très dynamique. Alors, il y a beaucoup d'écrits dans mon diaporama, c'est volontaire. D'abord, moi, je suis une visuelle, je ne suis pas une auditive. Et un diaporama, pour moi, c'est un support de formation. Donc, à chaque fois, je laisse le contenu. Là, en l'occurrence, je le laisserai à Brigitte pour que vous puissiez avoir tous les éléments. Je suis incapable de faire ce qu'a fait le docteur ce matin, c'est-à-dire à partir de 3-4 mots, d'élaborer tout un discours. Chacun son domaine, je ne suis pas maître de conférence, ça se saurait. Voilà, donc vous allez avoir toutes les indications. C'est pour ça qu'il y a plein de choses à lire, mais je vais vous parler en même temps. Merci beaucoup. Alors, donc, mon plan d'intervention, c'est je vais contextualiser l'intervention que je vais faire, parce que c'est important pour moi. Ensuite, je vais dire de quoi on parle quand on parle de refus scolaire anxieux. Après, côté éducation nationale, on est obligé de faire la différence entre refus scolaire anxieux et phobie scolaire. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, je vais vous donner un certain nombre d'éléments sur la prise en charge des enfants et des adolescents qui sont dans le refus scolaire anxieux. Je ne parlerai pas volontairement de phobie. Pourquoi, comment et avec toutes les réponses possibles, en tout cas qu'on met en place au niveau de l'Académie de Lille. Je ne peux absolument pas parler d'une autre académie. En tout cas, pour le département du Nord. Si je devais intervenir pour le Pas-de-Calais, je ne pourrais pas le faire non plus parce que je n'exerce pas. Dans le Pas-de-Calais, peut-être qu'ils ont aussi d'autres choses à dire, mais moi je ne parle qu'au niveau du département du Nord. Ensuite, les acteurs de l'accompagnement et comment on interpelle. Là, je vais m'adresser essentiellement aux familles pour savoir comment on fait les démarches. Pour interpeller, parce qu'il y a des petites choses qui m'ont un petit peu questionné ce matin, notamment sur la déscolarisation. J'expliquerai des choses là-dessus. Au regard de... Et là, je voulais remercier particulièrement Brigitte, parce que le contenu d'intervention, je n'ai pas l'habitude d'intervenir sur le refus scolaire anxieux, parce que vous avez bien compris qu'on est plus sur un domaine aussi médical. Moi, je suis conseillère pédagogique. À partir du moment où le diagnostic ou un dépistage, parce que je ne parle pas de diagnostic pour les hauts potentiels, je parle de dépistage. Pour le potentiel, on n'est pas dans la maladie. J'accompagne, une fois que je le sais, qu'est-ce que je fais avec cet élève. Donc, j'ai dû beaucoup travailler sur le contenu pour maîtriser de quoi on parle, et une petite analyse réflexive sur ce que ça m'a suggéré. Et puis, vous aurez la parole, comme je vous l'indique. Voilà, ça vous va pour le plan d'intervention? Merci. Alors, mon contexte. Donc, j'ai construit mon intervention avec, non pas en croisant des regards, mais en croisant des expertises. Donc, je suis allée chercher des tas d'informations auprès des médecins de l'éducation nationale, des psychologues de l'éducation nationale, des assistantes sociales, du pôle violence harcèlement et du service d'assistante pédagogique à domicile, le SAPAT, je vais vous en parler. Tout ce petit monde travaille avec moi à l'inspection académique. Préalablement, avec tous les échanges que j'ai pu avoir avec Brigitte Collier, donc, que vous connaissez maintenant par cœur, et ma pratique de conseillère pédagogique, j'étais enseignante aussi dans le handicap, j'ai exercé avec des enfants handicapés moteurs. Je n'ai toujours été pratiquement que dans l'ASH. L'ASH, c'est l'adaptation à la scolarisation des élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers. J'ai fait 3 ans dans l'ordinaire qui ont été extraordinaires pour moi, mais voilà, ma fibre, elle est de côté ASH. Donc je n'accompagne à la direction académique que des situations complexes, que des situations pour lesquelles les parents nous interpellent et qui n'ont pas trouvé de réponse avec les professionnels de terrain. Je vais vous l'expliquer tout au long de mon propos.
crois que j'ai pas oublié. Oui, alors, donc j'ai bien mis dans les situations complexes reliées très, et entre parenthèses, trop souvent par les parents. Parce que quand on arrive à la direction académique, c'est que j'ai les parents qui sont extrêmement désarmés, en pleurs. On ne devrait pas en arriver là. Je devrais avoir de moins en moins d'appels téléphoniques à ce sujet-là, ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, tout dépend de la problématique qu'il faut accompagner. Alors, de quoi on parle? Moi, je me suis inspirée d'un guide de repérage qui a été construit en partenariat avec l'Éducation nationale et la Fédération française de psychiatrie. Donc, je ne parle pas de tout du guide, hein, je mets les points essentiels qui sont importants de clarifier. Donc, en général, l'enfant, l'adolescent vit dans un climat d'inquiétude et d'impression. Il évoque beaucoup de craintes, et des craintes variées. Il recherche une présence rassurante. Là-dessus, je vais insister aussi sur la présence rassurante. Il est très sensible aux remarques. Il y a des préoccupations et des rituels obsessionnels, des conduites phobiques. Je ne reviens pas dessus parce que monsieur... Alexanian. Voilà, Alexanian. Ça, le docteur, il a suffisamment insisté là-dessus. Et voilà, il était certainement plus professionnel que moi là-dessus. Mais je redis quand même que l'anxiété perturbe et peut se traduire par une irritabilité et une tendance à l'isolement. Lorsque l'anxiété est plus importante, elle peut se manifester par des crises d'angoisse, des plaintes et des comportements inappropriés. Nous, dans l'éducation nationale, on va parler de comportements inappropriés. À l'inverse, il faut savoir reconnaître l'anxiété qu'un enfant cherche à masquer en se montrant apparemment calme, et c'est pas parce qu'il est calme qu'il n'a pas des difficultés, des angoisses, etc. Donc, bref, j'ai repris les éléments significatifs du guide, en tout cas pour moi, pour comprendre. Refus scolaire anxieux ou phobie scolaire. Pour avoir discuté avec les médecins d'éducation nationale, on utilisera le terme, et je crois que Brigitte s'en souviendra bien de la rencontre qu'on a eue avec les médecins d'éducation nationale. Se souviendra bien de ça, parce qu'on ne peut pas parler de phobie scolaire tant que ça n'a pas été diagnostiqué par un professionnel, par un spécialiste. Les médecins d'éducation nationale ne posent pas non plus le diagnostic de phobie scolaire. Donc, je reste sur ce cadre, refus scolaire anxieux. Et précise pédopsychiatre. Oui, c'est un pédopsychiatre, est précisé après, dans mon propos. Donc, spécialiste pédopsychiatre ou neuropsy. La phobie scolaire est diagnostiquée donc par un spécialiste, pas par un médecin traitant, parce qu'on a vu aussi des situations où c'est le médecin traitant qui a posé le diagnostic. Quand c'est arrivé dans les services des médecins d'éducation nationale, ça a été retoqué, forcément. Et la phobie scolaire en tant que telle, l'enfant, l'adolescent est dans une situation qui a bien une cause et qu'il va falloir identifier. Et ça, il faut qu'on prenne le temps pour pouvoir le faire. Ensuite, le refus scolaire anxieux peut trouver également son origine à travers des problèmes de radicalisation, de maltraitance, d'addiction au jeu, de harcèlement, d'autisme, de haut potentiel intellectuel et des passages d'épreuves d'examen, etc., etc. Dans le contexte scolaire, les psychologues de l'éducation nationale, et ça j'insisterai lourdement, doivent impérativement être mis dans la boucle pour accompagner les situations. Ils ne peuvent certes pas poser de diagnostic de phobie scolaire, mais sont formés au suivi des situations complexes. Je sais, il y a des têtes qui tiquent, mais on en reparlera une fois que j'aurai fini mon propos. Je les ai repérés, les têtes. Alors, les CMP, bien évidemment, les centres médico-psychologiques peuvent également diagnostiquer une phobie scolaire. Les médecins traitants sont tout à fait habilités à interpeller les pédopsies pour avoir un rendez-vous rapidement. Idem pour les médecins de l'éducation nationale. Ils m'ont beaucoup aidé sur des situations complexes en appelant eux-mêmes les spécialistes pour avoir un rendez-vous très rapide. Ça, je voulais que vous l'entendiez aussi, parce que quand il y a des situations qui sont complexes, dans l'urgence, qu'il faut accompagner, il ne faut pas hésiter à bousculer les gens qui travaillent avec nous pour pouvoir avoir des réponses adaptées. Alors, la prise en charge, l'accompagnement, 4 choses pour moi. Avant tout, ce sont des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il y a une circulaire qui précise bien ça, hein, qui décrit un peu qui sont les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et pour être un peu plus clair, les élèves à besoins éducatifs particuliers, ce sont des élèves qui rencontrent un obstacle à un moment donné de leur parcours scolaire qui les empêche d'apprendre. L'obstacle est varié. Il peut être médical, il peut être
parce que les situations pédagogiques ne sont pas adaptées, etc. Donc ce sont des élèves à besoins éducatifs particuliers et on doit en tenir compte. Avant tout mettre en œuvre pour éviter la rupture scolaire. Avant tout, un accompagnement en partenariat, tout seul on ne peut rien. Et ça, je vais réinsister tout au long de mon... Il n'est pas long à mon propos, je vais vous le dire, mais j'insisterai tout au long du propos. Et intervenir, accompagner le plus tôt possible. J'ai mis une problématique sensible, parce que pour nous, ça reste sensible. Non pas que ça ne peut pas être accompagné, mais ça soulève un certain nombre de questionnements au niveau du fonctionnement, je vais dire, de notre institution qui est l'éducation nationale. Oui. Voilà. Alors, je le dis, je ne l'ai pas écrit, c'est volontaire, mais je le dis. La meilleure prise en charge, en tout cas pour nous actuellement, pour le refuge scolaire anxieux, reste la mise en place du service d'assistance pédagogique à domicile. J'ai pris le soin, pour les personnes qui ne travaillent pas dans l'éducation nationale, de clarifier tous les sigles qui existent, parce que c'est un charabia incompréhensible, mais dans tous les secteurs, il y en a un charabia. Donc j'ai pris le soin de les clarifier à chaque fois. Donc le service d'assistance pédagogique à domicile, dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé, API, car cela prend bien en compte les besoins spécifiques de l'enfant et de l'adolescent. Le SAPAD est alors considéré comme un outil dans le cadre de la mise en œuvre du PAI. Je l'explicite tout de suite après. Les missions du SAPAD, donc, c'est d'assurer la continuité de la scolarité, déjà. De permettre à tout élève malade ou victime d'un accident de poursuivre pendant une absence temporaire leurs apprentissages scolaires fondamentaux, avec un soutien de proximité tenant compte de son état de santé et facilitant sa réintégration. Le SAPAD, c'est un service ponctuel. Ce n'est pas un service qui peut prendre en charge un élève à l'année scolaire, j'entends. Ça permet également d'être dans une perspective dynamique de prise en charge. Le SAPAD est là pour maintenir le lien avec l'établissement scolaire et la camarade de classe. Il n'est pas là pour enseigner les disciplines pour lesquelles les enfants et les jeunes sont absents durant la période d'hospitalisation ou lorsqu'ils sont laissés à domicile. Il est là pour faire du lien, repartir un petit peu de ce que les enseignants font en classe, parce qu'ils ont des éléments. C'est un enseignant qui est détaché, un enseignant volontaire qui est détaché pour aller faire un enseignement à domicile. Et cet enseignant-là doit prendre contact en général avec l'établissement scolaire où est inscrit l'enfant pour savoir où on en est et qu'est-ce qu'on peut travailler, pas de manière acharnée, mais éviter le retard. Le retard, voilà. Donc l'objectif n'est pas d'assurer l'intégralité du programme, c'est pas leur travail, mais d'éviter une rupture de scolarité, l'échec, le redoublement. Il ne s'agit pas non plus d'un service de soutien scolaire. Des informations importantes à discuter avec le SAPAD. C'est le SAPAD dans ce cadre-là, dans le cadre de refus scolaire anxieux, c'est la seule situation où le délai de 3 semaines d'absence est pris en compte. Le SAPAD n'intervient en général que quand il y a 4 semaines d'absence sur un établissement. Pour le refus scolaire anxieux, on a réduit à 3, parce qu'il faut aller très très vite. Une scolarité partagée avec le service du SAPAD et un établissement est possible. Donc ça veut dire que le SAPAD peut très bien intervenir, je ne sais pas, 2 heures par semaine. L'élève peut être sur l'établissement, un petit temps sur l'établissement, et le reste à domicile, avec le suivi psychologique, etc. qu'il y a derrière. Et c'est un établissement de procéder à la demande d'intervention du SAPAD, c'est pas aux parents. Mais je remettrai. Oui, bah, je le dis. Le PAI, j'en reviens pas parce que je reviens pas dessus, j'ai mis une petite note là-dessus. Mais le projet d'accompagnement individualisé est nécessaire pour monter un SAPAD aussi. Dans les accompagnements possibles, les autres possibles. Le SAPAD-EMA, vous avez bien compris, c'était une des solutions et la plus couramment appliquée, mise en œuvre à la direction académique de l'IC. D'autres possibles. D'abord, c'est d'adapter les exigences scolaires. Moi, il me semble, et je pense que... Alors, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je vais dire que l'équipe pédagogique, quand elle voit un élève complètement introverti ou qui a des comportements inappropriés, se questionne.
nécessairement doit se questionner. D'accord? Donc, essaie d'apporter, rigole pas Brigitte, essaie d'apporter des réponses adaptées et formalise l'accompagnement. Donc, dans le questionnement qu'on va avoir, j'en ai mis quelques-unes, parce que, en tout cas, si je devais interroger l'équipe pédagogique, ce sont les questions que je poserais. Depuis quand cet enfant ou l'adolescent paraît-il anxieux? Exprime-t-il cette anxiété en permanence ou seulement dans certaines circonstances? En classe, en récréation, au restaurant scolaire, dans certaines disciplines? Ce comportement anxieux perturbe-t-il le travail scolaire? À mon avis, oui. La curiosité ou la vivacité intellectuelle de l'enfant? Fait-il suite à des difficultés d'apprentissage scolaire? Quelle est leur durée? Fait-il suite à d'autres situations, harcèlement, situation familiale? L'équipe éducative, enfin l'équipe des enseignants, est en capacité de s'interroger dans ce sens. Et de mettre en place, à mon avis, des adaptations pédagogiques adaptées. Je ne parle pas du PPRE, du programme personnalisé de réussite éducative, puisque quand on est dans le refus scolaire anxieux, on est dans le domaine médical, donc le PPRE, il ne répond pas à ça, mais en tout cas, s'il y avait au moins ça formalisé en amont d'un autre protocole, ce serait déjà pas si mal. L'autre possible, c'est l'aménagement de l'emploi du temps. C'est aussi couramment, ça se fait très couramment, pouvant prendre des formes très très variées. Il y a la participation aux activités pédagogiques complémentaires dans le premier degré et l'aide aux devoirs dans le second degré. J'en ai pas souvent entendu parler, mais en tout cas c'est une possibilité. Les activités pédagogiques complémentaires, ce sont les enseignants qui, après, au-delà de leur temps d'activité en classe, travaillent par petits groupes avec un certain nombre d'élèves. Pourquoi pas prendre un enfant qui est en refus scolaire anxieux pour avoir un accompagnement individualisé, personnalisé sur ce petit temps. Je n'en ai pas entendu beaucoup parler. Parce que je ne suis pas... étant dans l'ASH, donc dans le handicap et les élèves à besoins éducatifs particuliers, je ne peux pas dire que je n'ai pas de lien avec l'ordinaire, mais j'ai tellement de choses à gérer que je ne suis pas tout le temps au courant de ce qui se passe sur les circonscriptions ordinaires de l'éducation nationale. Le CNED, donc le Centre national d'enseignement à distance réglementé, peut être partagé avec une seule discipline pour l'établissement, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place le CNED et permettre à l'enfant, pour éviter la rupture scolaire, de retrouver les cours sur une discipline particulière en semaine, pour que d'abord qu'il puisse retrouver ses camarades et ne pas décrocher de tout de ce qui se passe dans l'établissement. Donc ça peut se mettre en place. Je l'ai appelé réglementé parce que les médecins d'éducation nationale ont un regard sur ce CNED réglementé. Donc il peut y avoir donc double inscription pour 1 heure ou 2 dans l'établissement, toujours avec la poursuite du suivi médical par des spécialistes. Une précision, la famille demande la prise en charge par le CNED, demande à transmettre au service de la division des élèves et de la vie des établissements à la direction académique de Lille, et puis le dossier est étudié, validé par les médecins d'éducation nationale. Les médecins d'éducation nationale, conseiller technique du directeur académique. Je précise que c'est important. Ensuite, c'est quelque chose de nouveau que je ne savais pas. C'est pour ça que je ne remercierai jamais Brigitte de m'avoir demandé d'intervenir. La mise en place d'un parcours aménagé de formation initiale individualisée, le PAFI, je ne connaissais pas, pour les élèves de plus de 15 ans repérés à risque. Donc là, c'est pareil, on aménage le parcours du jeune, parce que là je parle de jeune ado. Alors ce PAFI peut se mettre en place sur quelques semaines ou à 1 an. Donc on aménage son parcours dans le but de travailler son parcours professionnel. Donc c'est un dispositif particulier. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'accompagne pas, mais en tout cas sachez que ça existe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est mis en place par les inspecteurs de l'information et de l'orientation, donc les IEN-IO comme on l'appelle, qui travaillent à la direction académique de Lille, et en liaison avec le pôle violence et harcèlement de la direction académique de Lille. Parce que à la direction académique de Lille, il y a un pôle spécifique qui a été créé il y a 4 ans maintenant sur le harcèlement et la violence à l'école. Et très bientôt, ce que moi j'aime bien, c'est le nom du réseau qu'on va mettre en place. J'ai trouvé l'acronyme parce que voilà, j'ai envie de dire, quand je dis que je suis positive, voilà. Alors, pour moi, ce sera un réseau des enseignants spécialisés de proximité pour une inclusion réussie. On est en train de monter une équipe d'enseignants, sur tout le département du Nord. Une équipe d'enseignants, personnes ressources,
formés et spécialisés dans toutes les problématiques d'élèves en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers. Dans les élèves à besoins éducatifs particuliers, je veux clarifier les choses. On va parler des élèves allophones. Les élèves allophones, ce sont les élèves issus des gens du voyage, d'accord, les enfants hospitalisés, les élèves à haut potentiel intellectuel. Dans la salle, il y a Marlene Sagir qui représente l'association. Et Dieu sait si aussi là, il y a des choses à faire. Donc j'ai dit les allophones, les hospitalisés, les hauts potentiels. Il m'en manque. Pardon. Les allophones, je les mets là-dedans. C'est les primo-arrivants. Hein. Et tous les élèves en situation de handicap. Donc, il y a déjà un réseau qui existe au niveau du département du Nord qui s'occupe des élèves autistes. On a un certain nombre de personnes ressources qui ont été repérées et à chaque fois qu'il y a une situation problématique sur une école ou un collège, on mobilise cette personne ressource pour aller aider l'enseignant en classe, non pas aller aider l'élève, mais l'enseignant dans la prise en charge et l'accompagnement de l'élève autiste. On va développer la même chose pour toutes les problématiques des élèves qui nous interrogent dans le domaine scolaire. Je précise et ça, mais vous l'avez bien compris, au regard de ce qui a été échangé ce matin, que chaque situation individuelle est accompagnée au regard des besoins individuels de l'élève, avec des réponses adaptées individuelles. Alors, l'accompagnement, il se fait comment et avec quels acteurs? Il y a une collaboration indispensable avec les représentants légaux, je dis ça parce que, autrement appelés parents, les membres de l'équipe éducative, les équipes de circonscription, et il ne faut pas hésiter à mobiliser les inspecteurs de l'éducation nationale et leur équipe qui sont les conseillers pédagogiques, qui sont là aussi pour accompagner les enseignants quand ils se font face à des élèves qui les questionnent et qui les interrogent sérieusement. Il faut aussi pouvoir interroger les médecins d'éducation nationale, les assistants sociaux et des dispositifs spécifiques qui peuvent exister. Ça, je vous invite à aller voir sur le site de la direction académique. Il y en a un certain nombre et on l'explique très très bien. Pour moi, c'est d'abord, être à l'écoute des parents. Ça, c'est primordial. Des enseignants. Des psychologues scolaires aussi, parce que... Pardon, je ne dois plus dire psychologue scolaire, je dois dire psychologue d'éducation nationale. Parce qu'ils peuvent aussi nous remonter des situations pour lesquelles ils sont un peu démunis et pour lesquelles ils ont besoin de notre concours, c'est-à-dire le concours des inspecteurs, des spécialistes que je viens de vous citer, etc. Donc être à l'écoute, être humble parce qu'on ne sait pas tout, croiser les regards avec les différents spécialistes, les experts, avoir des propositions bienveillantes et avec un accompagnement et une suivi dans la durée. C'est pas parce qu'on a entendu parler d'une situation une seule fois qu'on a dit vous avez telle réponse, on veut vous poser telle réponse, qu'on ne se préoccupe plus de ce qui se passe au niveau ni des parents ni de l'élève. En tout cas, je vous témoigne de ce qui se passe à la direction académique de Lille. Je ne peux pas parler pour d'autres académies. Il y a une mobilisation de personnes ressources dans leur domaine de compétences. Moi, quand je ne sais pas en tant que conseillère pédagogique, je m'en vais taper aux portes de tous les spécialistes que je viens de vous citer, parce que je ne suis pas experte en tout, et surtout pas dans le médical. Donc, je sollicite, et nous sollicitons avec les parents, les expertises des uns et des autres, pour accompagner au mieux le parcours de l'élève. Et ce que je demande à chaque fois, c'est de formaliser par écrit ce que l'on met en place. Il y a trop souvent de situations qui nous sont relayées à la direction académique. On demande toujours, est-ce qu'il y a eu un protocole, ou quel que soit le nom du document qui a été mis en œuvre, et est-ce qu'on peut en avoir trace pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qui ne marche pas, qu'on ne va pas refaire, puisque ça ne marche pas, et comment on peut progresser. C'est trop souvent, on me répond, non, on l'a dit à l'oral, mais on le fait. Il n'y a rien qui me dit que c'est fait. Il n'y a rien qui me dit à partir de quoi, à partir de quelles difficultés repérer, à partir de quels besoins repérer, on a mis en place telle ou telle action pédagogique. Donc c'est pour ça que moi j'insiste, en tout cas dans l'accompagnement des élèves à haut potentiel, sur un protocole d'accompagnement où tout est formalisé. Et c'est un protocole qui devrait suivre le parcours de l'élève, j'allais dire de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà.
Donc c'est pour ça que je parle de protocole, de PAI, etc. Ensuite, c'est là où je vais insister aussi, pour moi il est essentiel, et je l'ai encore plus senti ce matin, de désigner par l'enfant ou l'adolescent une personne référente au sein de l'école ou de l'établissement vers qui il ou elle va facilement, pour pouvoir se confier, mais se confier dans tous les domaines, quand il y a une situation de crise ou à des moments institutionnalisés. Et ça, c'est formalisé dans le protocole d'accompagnement avec les chefs d'établissement, les directeurs d'école. La personne référente n'est pas forcément l'enseignant de la classe, parce que ce n'est pas forcément avec l'enseignant de la classe que l'enfant se trouve le mieux. Ça peut être un auxiliaire de vie scolaire qui est présent dans la classe. Ça peut être, je le dis comme je pense, une dame de service. Ça peut être en collège CPE, ça peut être, c'est pas forcément le professeur principal, ça peut être un assistant d'éducation. En tout cas, il est essentiel que ce soit l'enfant qui le désigne, parce qu'au moins, il a cette facilité d'aller communiquer ce qu'il a envie. Et cette communication-là, la personne référente en fera quelque chose avec l'équipe éducative. Voilà. Donc la désignation de quelqu'un vers qui l'enfant ou le jeune peut se réfugier, c'est très important. On sera dans l'écoute, la bienveillance. La personne pourra réajuster des ressentis qui sont peut-être justes, mais parfois erronés, et avec donc cet objectif d'accompagnement individuel. Alors, pour l'accompagnement, qui est interpellé? Là, je vous ai mis dans l'ordre, pas dans l'ordre, presque. Quand c'est les parents qui sont en demande, les premières personnes qu'il faut interpeller, c'est le directeur de l'école ou le chef d'établissement quand on est dans le second degré. Ensuite, et ça j'insisterai aussi lourdement, les psychologues de l'éducation nationale, même si on vous dit qu'ils sont débordés, je le dis. Je sais que ce sont des gens qui sont extrêmement compétents.